Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani. Comme vous le savez, un des grands défis à relever par cette transition est l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Et les dates de ces élections ont été annoncées ce jeudi 15 avril 2021. Alors le chronogramme annoncé est-il tenable? C'est le thème de ce débat. Nos invités sont Dr Ibrahim Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, Noum Togo du parti Mouvement USR et Balan Diakité, politologue. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, je le disais, chers téléspectateurs, chers invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. On va commencer par écouter le lieutenant Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui va revenir un peu sur les dates des prochaines élections au Mali. Première date, le dimanche 31 octobre 2021, aura lieu le scrutin référendaire. Cette date tient compte du temps nécessaire, c'est-à-dire 5 mois à compter du mois d'avril, pour mener des consultations, élaborer le projet de constitution, l'adopter par le Conseil national de transition et enfin son adoption par le référendum. Ce délai permettra de recueillir et de prendre en compte les aspirations profondes du peuple malien dans toutes ses composantes. Deuxième date, le dimanche 26 décembre 2021, il est prévu l'élection des conseillers des collectivités territoriales, collectivités communes, collectivités cercles, collectivités régions et le district de Bamako. Troisième date, le dimanche 27 février 2022, il est prévu l'élection du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale. Les seconds tours, le cas échéant, sont prévus respectivement le dimanche 13 mars 2022 et le dimanche 20 mars 2022. Fait chaque mois des campagnes ou des élections à tenir à partir d'octobre 2021 jusqu'en mars 2022. Est-ce que ce chronogramme est tenable, Nountogo? Je pense, avec beaucoup d'efforts, si on arrive à se mettre au travail, je pense qu'on peut tenir parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est de faire le travail avec tout le peuple malien, avec les techniciens et nous pouvons relever les défis si Dieu le veut bien. Donc vous êtes optimiste? Je suis optimiste avec toutes ces élections. Je suis optimiste parce qu'il le faut. Parce que quelles que soient les difficultés, nous sommes obligés de sortir de cette situation qui a trop duré. 12 ou 18 mois, après 18 mois, s'il faut rester encore en tâtonnant, ça va créer des problèmes même pour l'existence de la République du Mali. Il nous faut aujourd'hui que l'ensemble des forces vives de la nation, que personne ne soit laissé. Tout le monde doit être consulté. Il s'agit des hommes politiques, la société civile, les religieux, les familles fondatrices de Bamako, tous les autres secteurs du Mali, les commerçants, les détaillants, tout le monde, tous les Maliens, en un mot, doivent être consultés pour que nous puissions être donc ensemble pour relever le défi. Parce que je sais, il y a eu un travail depuis des années avec l'affaire Daba. D'autres structures ont travaillé sur la révision et je pense réellement avec tout ce qui est aussi au nord, il s'agit des groupes dissidents qui sont aujourd'hui contre la République, je dis soit les anciens rebelles. Ensemble, si nous nous mettons ensemble, je pense qu'on peut relever le défi. Alors, je vais reprendre vos mots. Nous sommes obligés, il le faut, mais est-ce que quand vous analysez l'évolution des actions qui ont été posées par cette équipe de transition aujourd'hui, vous êtes rassuré que ce chronogramme qui a été annoncé par le ministre de l'Administration pourra être respecté? Bon, merci beaucoup. Nous pensons que le chronogramme doit être respecté. On ne parle pas de est-ce qu'il peut être respecté, mais doit être respecté. Parce que je rappelle que le 31 mars déjà, nous avons tenu une conférence de presse ici, même à la maison de la presse, pour dire qu'il faut un chronogramme électoral clair et précis pour le gouvernement de transition. Parce qu'il y a en ce moment resté 11 mois. Et dans les 11 mois, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aujourd'hui, nous avons une satisfaction par rapport à la publication du chronogramme électoral, même si nous avons quelques appréhensions par rapport à certaines actions qui sont décrites dans le chronogramme. Lesquelles? Si on prend, par exemple, les élections couplées, les élections couplées constituent un problème au Mali. Le Mali n'a jamais connu d'élections couplées. La seule fois où il y a élection couplée, c'était quand Atté était président de la République, et c'était dans le cercle de Bougouni, où on a couplé des élections législatives et communales. C'est la seule fois, en 2009.
À part ça, il n'y a jamais eu d'élection couplée à la République du Mali. Alors que le schéma que le gouvernement est en train de proposer aujourd'hui, c'est de coupler des élections. Et si je prends la deuxième élection, par exemple le dimanche 26 décembre, où on parle de l'élection des conseillers, ça veut dire que si on prend l'exemple de la région de Caille, ça veut dire que dans la région de Caille, il y aura l'élection des conseils communaux le même jour, l'élection des conseils de cercle le même jour et l'élection des conseils régionaux le même jour. Ça veut dire que c'est 3 grandes élections qui auront lieu pour un seul jour. Et ça, c'est un couplage. Donc, est-ce que les électeurs maliens sont prêts à cela? C'est la grande question. On prend aussi l'élection présidentielle. On dit que l'élection présidentielle sera couplée avec les élections législatives. Mais on n'est pas habitué au couplage des élections. Donc ça, c'est un grand problème qui est là, qui est là et auquel on doit faire face. Il ne s'agit pas seulement de dire des chronogrammes, mais il faut voir aussi la faisabilité des choses. Et coupler des élections en République du Mali, alors que même les élections simples, si on peut le dire, où il y a premier tour, deuxième tour de la présidentielle, après premier tour, deuxième tour des élections législatives, il y a tellement de bulletins nuls, parce que les gens ne comprennent pas le système de vote. Mais si on doit coupler des élections, ça va poser énormément de problèmes. Nous, on pense qu'aujourd'hui, pour le gouvernement de transition, la priorité n'est pas les élections des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que la loi, ils ont invoqué le fait qu'en 2015, il y a eu le prolongement du mandat des collectivités territoriales. Mais on a dit jusqu'à nouvel ordre. Si on prend le conseil de cercle, les conseils régionaux, mais c'est dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger qu'on a pris, on a revu le mode d'élection de ces. Maintenant, quand on prend les élections communales, le mandat finit en novembre 2021. Et le code des collectivités territoriales précise que le mandat peut être prolongé de 6 mois, une première fois, de 6 mois, une deuxième fois. Donc l'urgence n'est pas pour le cas des élections des collectivités territoriales. Surtout que l'accord d'Alger aussi, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent qu'il faut le relire. Quand on relit, on va relire aussi le mode de scrutin par rapport au conseil de cercle, par rapport au conseil régional. Donc il y a une question de priorité à notre sens qu'il fallait que le gouvernement mette en avant. La priorité, le référendum, tout le monde est d'accord qu'il faut relire la Constitution et puis aller au référendum. Il faut l'élection présidentielle, il faut les élections législatives. Maintenant, les autres élections peuvent attendre un gouvernement légitimement élu qui va s'atteler à ça. Balandiakité, est-ce que vous partagez ces réserves que Dr Ibrahima Sango vient de soulever? Merci Touré, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, je partage pleinement ces réserves-là parce que, de mon point de vue, le problème n'est même pas seulement le fait que les citoyens maliens ne sont pas habitués à ça. C'est que si on couple l'élection présidentielle avec les élections législatives, on risque effectivement de se retrouver dans une situation de cohabitation. Et là, ça va créer une crise institutionnelle au Mali parce que nous n'avons pas l'habitude effectivement de gérer des cohabitations au Mali. Donc, nous n'avons pas cette culture-là de voir, par exemple, un président de la République qui est d'une couleur politique différente de la majorité parlementaire. Et donc là, ça va créer effectivement des blocages institutionnels et donc ça peut créer également ce que l'on peut appeler par la suite des crises institutionnelles. Donc ça, c'est la première des choses que moi j'ai pu constater à la lecture de ce chronogramme. Mais quoi qu'il en soit, ce chronogramme vient à point nommé parce que, il faut le dire, lorsque le Premier ministre avait présenté bien évidemment son plan d'action devant le CNT, on était nombreux ceux qui étaient pessimistes en se disant que c'était un plan d'action qui ne peut pas être exécuté en 18 mois. C'était trop ambitieux pour être réalisable en 18 mois. Donc au moins, les uns et les autres se sont posés des questions sur une éventualité de prorogation même de la durée de la transition. Certains ont pensé effectivement que la transition va excéder les 18 mois. Donc aujourd'hui, en nous présentant un chronogramme qui respecte bien évidemment le délai imparti, ça rassure non seulement les citoyens maliens, mais ça rassure également la communauté internationale et l'ensemble de nos partenaires. Mais quand vous parlez de crise institutionnelle liée au fait que nous ne sommes pas habitués, selon vous, à une cohabitation aujourd'hui, pourquoi, si l'Assemblée n'est pas composée par une majorité présidentielle, pourquoi ça peut poser problème? Ça peut poser beaucoup de problèmes parce que les actions du gouvernement doivent être basées sur un cadre légal. Et on sait très bien que c'est l'Assemblée nationale qui vote des lois. Et donc, si nous partons avec l'esprit de la cohabitation, il y a en fait la présence d'une sorte de conflit interne entre le président de la République et le chef du gouvernement, parce qu'en ce moment, le président de la République n'aura même pas
pas la latitude pleine de nommer le président, de nommer le Premier ministre, il sera contraint de nommer le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Et donc, dans ce sens-là, ça va créer effectivement des tensions inutiles au sein de l'exécutif et qui peut avoir effectivement des répercussions sur l'ensemble de la société, puisque les actions du gouvernement prendront largement du retard quant à leur application. Ntogo, en tant que membre d'un parti politique, est-ce que le couplage de ces différentes élections vous pose problème? Moi, ça ne me pose pas problème parce que vous savez, si ce n'est pas maintenant, au départ des élections du mouvement démocratique, c'était l'élection législative qui venait avant l'élection présidentielle. Ça veut dire que les députés sont connus avant même le président de la République. Mais dans ces derniers temps, pour faire plaisir au président ou pour jouer, parce que souvent on joue sur les tableaux, les gens disent non, nous nous battons pour que le président puisse avoir la majorité parlementaire. Est-ce que vous voulez dire tricherie? Bon, vous savez ce qui se passe. Donc, essayons ensemble de les voir. Peut-être que les auditeurs et téléspectateurs ne savent pas. Ils savent très bien ce qui se passe aujourd'hui. On fait tout pour dire tout simplement le président est élu, donne la majorité au président de la République. Alors tout le monde se bat, que ce soit l'administration, que ce soit la population, que ce soit le moyen, le président élu mettra même souvent, il met même les moyens pour qu'il puisse avoir la majorité. Mais cette fois-ci, donnons la chance au peuple malien de choisir les députés qu'ils veulent à travers donc, la localité. Et on verra maintenant, le président est obligé de prendre en compte. Aujourd'hui, il nous faut sortir de tout ça. La différence entre l'exemple que vous citez et le cas qui est dénoncé par, ou regretté par Balan et Sango, c'est que vous dites que les élections législatives avaient lieu avant les élections présidentielles. Et eux, ce qui leur pose problème, c'est que ces deux élections se tiennent le même jour. Oui, mais aujourd'hui, pour moi, par exemple, si on prend le cas, l'élection, si les deux sont couplés, on ne sait pas qui va gagner. Le président sortira, mais l'élection, qui aura la majorité, on ne le sait pas. Alors, si le président a la chance d'avoir la majorité, il n'y a pas de problème. Si le président n'a pas la chance d'avoir la majorité, forcément, comme vous avez dit, il y aura de la cohabitation et les gens sont obligés de travailler ensemble pour l'intérêt de la nation. Mais il faut se dire qu'on peut travailler souvent sans blocage. C'est possible en politique. L'essentiel, les grandes lignes de la nation, si nous partageons la même vision, faire sortir le pays des situations difficiles, et la politique, les deux chefs peuvent se comprendre et puis travailler pour que le pays puisse sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. Moi, je veux qu'on donne la latitude au peuple de choisir les députés selon les localités. Comme vous le savez, selon les localités, les députés seront choisis, le président sera élu. On verra ce que ça va donner pour l'intérêt de la nation malienne. Mais justement, si on oublie un peu les hommes politiques, les dirigeants, la société civile, celle qui a la possibilité de s'exprimer haut et fort, et si on réfléchissait un peu sur le cas du citoyen lambda, est-ce que le manque d'expérience lié au fait qu'il n'y a jamais eu d'élection couplée, comme le disait Sango, ne peut pas poser problème? Mais vous savez, Touré, dans tout ce qui se passe dans la vie, à des expériences, si on commence des expériences, il y a souvent des difficultés. Moi, je suis d'accord avec ça, mais avec les difficultés, on essaye d'adapter à la réalité pour essayer d'avancer. Aujourd'hui, en essayant de coupler les élections, il y a l'aspect budget. Parce qu'en couplant les élections, le budget coûte moins cher. Vous savez, mais s'il y a des élections, s'il y a beaucoup d'élections, par exemple 6 élections, ça coûte beaucoup de milliards aussi. Est-ce qu'aujourd'hui l'État a la possibilité d'avoir ces moyens-là pour aller aux élections? Si nous voulons, comme nous le savons, les dernières élections, c'est le Mali qui a financé. Est-ce qu'aujourd'hui les partenaires, est-ce qu'on peut tendre toujours la main pour aller vers les élections? 1. 2. Effectivement, il y aura des difficultés, mais surmontons ensemble les difficultés. Pour moi, donc, on ne peut pas, pour les œuvres humaines, souvent, il y a des difficultés, mais surmontons ensemble les difficultés. En politique, c'est ça. Gérer les difficultés, c'est ça pour être homme politique. Pour ça, une dernière question avant de donner la parole à Sango. Est-ce que pour gérer l'aspect budget, ce serait pas mieux d'y aller avec sa proposition qui consiste à organiser seulement des élections présidentielles et législatives? Moi, je ne vois pas d'inconvénient. En toute honnêteté, je ne vois pas d'inconvénient parce que je me suis dit que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est ces deux élections, la révision constitutionnelle, l'élection présidentielle et l'élection législative. C'est la priorité des priorités. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Mais, vous savez, aujourd'hui, on veut changer parce que si on prend ce qui se passe à Bamako, au niveau de la gestion des communes du district de Bamako, il y a des hommes qui sont restés durant 12 ans où ils se trouvent devant beaucoup de problèmes de gestion des terres. Il est bon qu'on change tout ça pour qu'on puisse avoir avec d'autres hommes capables de redynamiser l'ensemble de ces systèmes politiques et économiques de notre pays. Les arguments de Ntogo vous ont-ils convaincu, Dr Sango? Bon, c'est un homme politique, mais ça ne m'a pas convaincu.
Ça ne m'a pas convaincu parce que le couplage, d'abord, dire que le couplage coûte moins cher que le non-couplage, ce n'est pas évident. Parce qu'il faudrait que le gouvernement nous dise si on couple, combien ça coûte, si on ne couple pas, combien ça coûte. Ensuite, le reproche qu'on fait souvent à ce gouvernement de transition, c'est de ne pas tout embrasser. Vous avez un délai. La charte vous dit vous avez 18 mois. Bon, maintenant, il reste 11 mois. En 11 mois, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et faire proprement, sans qu'il y ait des contentieux électoraux, post-électoraux après. Ce qu'on peut faire proprement aujourd'hui, c'est le référendum, c'est l'élection présidentielle, c'est les élections législatives. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on voit le dialogue politique qui était là entre le ministère de l'administration territoriale et la classe politique, le dialogue entre la classe politique et le ministère de la refondation a connu quelques difficultés. Et c'est pourquoi le Premier ministre a créé à son niveau un comité d'orientation stratégique pour discuter des problèmes par rapport aux élections, par rapport à la relecture des textes fondamentaux. Et quand on prend les réformes, toutes les réformes qui doivent être faites, c'est au niveau de ce comité d'orientation stratégique que ça doit être discuté. On discute de qu'est-ce qu'on va faire comme réforme et qu'est-ce qu'on doit faire comme élection. Mais le comité d'orientation stratégique, le président a été nommé, les membres n'ont pas été nommés d'abord, et puis paf, on a un chronogramme qui est délivré par le gouvernement. Donc ça fait... c'est des faux pas. C'est des faux pas quelque part. Mais pour dire que la transition n'a pas besoin d'organiser toutes les élections. Parce que quand on se réfère seulement aux élections communales de 2016, en novembre 2016, mais jusqu'à ce jour, au nord, il y a plus de 60 localités qui n'ont pas connu les élections communales et qui sont gérées par les autorités intérimaires. Donc ça, c'est un problème réel qui est dans ce pays-là. Maintenant, est-ce qu'on va s'enfoncer encore dans ce problème, dire qu'on va faire des élections communales, et puis et je disais, l'accord d'Alger, c'est ce qui a été traduit dans le Code des collectivités territoriales, pour dire les conseils de sexe sont élus au scrutin universel direct. Avant, c'était à partir de l'élection des conseils communaux. Maintenant, c'est au suffrage universel direct. Et les conseils de région, c'est le suffrage universel direct. Et les têtes des listes de toutes ces élections deviennent automatiquement le président du conseil de secte ou bien le président de la région. Mais ça, c'est des problèmes. Et les problèmes vont s'aggraver quand on va se référer au découpage territorial. Aujourd'hui, il y a 19 régions, mais les régions du Sud ne connaissent pas leur cercle, leurs communes, leurs arrondissements, alors que les régions du Nord connaissent les cercles, les communes, les arrondissements. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer pour ces élections qu'on a prévues en décembre, les élections au niveau des régions? Qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce que c'est les 8 régions qui étaient avant ou bien c'est les 19 régions? Si c'est les 19 régions, ça veut dire qu'il faut aller au bout du découpage territorial. Le bout du découpage territorial, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on sait que, par exemple, la région de Taoudeni, qui a été créée en 2012, a 6 cercles. Or, au nord, aucune région n'a 6 cercles, si ce n'est que Taoudeni. Taoudeni, où il n'y a pas plus de 10 000 habitants, ils ont 6 cercles. Ils auront 6 députés au moins. Et la région de Tombouctou a 5 cercles, Gao 4 cercles, Kidal 5 et Menaka 4 cercles. Donc, au sud du pays, Kita, Bougouni, Koutiala, on ne connaît pas les cercles de ces régions. Donc, est-ce qu'il faut aller au bout du découpage territorial avant d'aller à des élections qui sont prévues en fin d'année? Tout ça, c'est des difficultés. Les préalables à ces élections, puisqu'on est à 6 mois, moins de 6 mois du référendum qui est prévu le 31 octobre 2021. Est-ce que ces préalables-là sont en acquis, notamment le processus de... comment il s'appelle? Excusez-moi du terme. En ce qui concerne la révision du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en 2020, normalement, du 1er octobre au 31 décembre, il devrait avoir la révision du fichier électoral. On devrait intégrer les nouveaux majeurs et puis exclure toutes les personnes décédées. Cela n'a pas été fait, tout le monde est au courant parce que les administrateurs civils étaient en grève. Donc, avec la grève des administrateurs civils, il n'y a pas eu de toilettage du fichier électoral. Si on se place à cette année 2021, du 1er avril au 31 mai, il doit y avoir le RAVEC spécial pour l'enrôlement des jeunes majeurs. Mais là aussi, ce n'est pas en train d'être fait de manière satisfaisante, à notre avis. Ensuite, ils ont prévu qu'il y ait récemment, comment dire ça, une révision exceptionnelle des listes électorales. C'est prévu dans le chronogramme, le programme, c'est prévu. Et sans ça, il n'y aura pas d'élection. Mais c'est prévu. Mais le problème pour nous, c'est que les problèmes de révision de la Constitution, on a connu 3 tentatives. Parce qu'il n'y a pas eu assez de communication. Et puis, il n'y a pas eu aussi de soutien politique. Est-ce qu'aujourd'hui, la transition bénéficie d'un soutien politique fort pour aller à la révision constitutionnelle?
comme on est avec un politologue, peut-être qu'il va nous dire si c'est possible ou pas. Donc ça, c'est des problèmes. Ensuite, la communication. Si on se place dans tous les textes de la République du Mali, c'est en français. Les francophones au Mali, c'est 17%. Il y a 73% de la population qui n'est pas francophone, à qui il faut expliquer les choses. Ça aussi, c'est un défi majeur qui est là. Et est-ce qu'on a le temps suffisant pour faire ces trucs? Mais dans tous les cas, il y a un minimum sur lequel les gens s'accordent aujourd'hui. Si on prend pour l'élection des députés, aujourd'hui, le nombre de députés doit augmenter, le mode de scrutin doit changer. Et c'est là qu'on ne comprend pas aussi le chronogramme du gouvernement quand il dit le cas échéant second tour. Donc aujourd'hui, on produit un chronogramme et on ne sait pas s'il y aura un second tour ou bien s'il n'y aura pas de second tour. Pour l'élection du président de la République, est-ce qu'aujourd'hui au Mali, il y a un candidat qui peut qui peut passer dès le premier tour, 51%? Je n'en crois pas. Est-ce qu'on a le temps de pouvoir organiser toutes ces élections, prévues notamment pour le référendum 31 octobre 2021? On pose la question à Bala. Alors, est-ce qu'on a le temps pour organiser tout cela? Je pense que oui, si on se met au travail dès aujourd'hui, c'est possible. Mais à mon avis, l'enjeu de ces élections, ça va être la participation, le taux de participation. Nous sommes dans un pays où le taux de participation n'a jamais dépassé les 50%. Et donc, il faut aller au-delà de cela. Voilà. Donc, je pense que le taux de participation, son amélioration va dépendre de deux facteurs. Un facteur psychologique et émotionnel qui est lié à la confiance des citoyens vis-à-vis d'abord du processus électoral, mais aussi vis-à-vis de ceux-là qui organisent les élections, mais aussi un aspect pratique qui est lié à la sécurisation du territoire. Parce que nous sommes dans un contexte nationale où la sécurité est délétère. Vous avez vu récemment, juste avant-hier, Sidi Ouldati, paix à son âme, comment il a été assassiné. Voilà. Donc, cela montre qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire est inquiétante. Donc, aujourd'hui, même ceux-là qui sont au devant de la scène politique, ceux qui ont été les artisans, bien évidemment, de l'accord d'Alger et qui sont chargés de sa mise en œuvre, ne sont pas en sécurité. Alors, comment on peut évaluer la sécurité pour les simples citoyens que nous sommes? Donc aujourd'hui, il faudra alors miser sur la confiance, parce que c'est par la confiance que les citoyens vont sortir pour aller voter, mais le fait qu'ils puissent sortir aussi va dépendre de la sécurité de leur environnement. Donc il faut aussi sécuriser le territoire. À la veille de l'annonce de ce chronogramme, c'est-à-dire hier, nous avons posé, Studio Tamani, la question à certains Maliens: est-ce que les élections peuvent avoir lieu avant la fin des 11 mois qui restent pour la transition? Écoutons la réaction de certains habitants de Bamako. Oui, parce qu'on peut tenir les élections avant 11 mois si le gouvernement a la volonté. Il faut qu'on donne un peu de temps à ces gens-là, même si c'est 3 ans de plus. Moi, je trouve que c'est bien. Je ne suis pas un fantasme, je ne suis pas derrière un partisien, non. Moi, je suis dans la brousse. Les Sénégalais, s'il faut faire les élections pour la forme, juste pour faire les élections, c'est réalisable. Mais s'il faut faire les élections en respectant les règles, c'est-à-dire qu'en faisant de telle sorte que ce ne sont pas des élections trop contestées, je pense que ce n'est pas possible. Et une élection bâclée risquerait toujours de nous plonger et même nous ramener encore à un coup d'État encore dans l'avenir que nous ne souhaitons pas. Ce n'est pas possible d'avoir des élections crédibles avec le temps qui reste pour la transition et le risque d'avoir un autre coup d'État si les élections ne sont pas crédibles, sont soulignés par deux des intervenants. Êtes-vous d'accord avec ces personnes? Vous savez, moi je ne suis jamais pessimiste, je crois à l'avenir. Et je me suis dit, je suis dans un monde de combat tous les jours. Et je crois à l'avenir. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui me rassure, aujourd'hui, il y a quand même des problèmes. Il faut dénoncer certains problèmes. Aujourd'hui, l'exclusion des hommes politiques sur la chaîne politique crée des problèmes. Le gouvernement, jusqu'à présent, ne travaille pas avec les hommes politiques. Il faut les impliquer peut-être avec l'affaire, avec la structure créée par le Premier ministre. Les hommes politiques seront impliqués, peut-être pour gérer. Aujourd'hui, je me suis dit, vous avez vu, la communauté internationale a tapé sur la table il y a seulement 2 semaines. Vous êtes au courant en tant que journaliste. Les États-Unis et la France ont demandé le chronogramme. Les Nations Unies ont demandé. Le Mali était obligé de faire sortir. Êtes-vous en train de dire que ce n'est pas parce qu'il le faut? Non, il le faut. Il le faut. Le président de la communauté le président de la République, j'ai eu des discussions avec le président de la République. Avec Bandao. Il m'a dit clairement, Togo, je vais organiser les élections avant les 11 mois. Et je le crois. Est-ce qu'il vous a dit également que ces élections vont être crédibles? Il a dit sa déclaration à Abidjan
tout le monde a suivi. Il dit, après les élections, le lendemain, les Maliens vont applaudir parce qu'il y aura une très bonne élection. Il a dit, son adresse à la nation, que tout le monde sera impliqué, personne ne sera exclu. Moi, je crois. Pourtant, vous dites être exclu. Non, je dis non, pour les élections présidentielles. Ça veut dire les hommes politiques, tout le monde sera donc, autour donc, de l'élection. Mais l'implication commence depuis la préparation. C'est pour cela, aujourd'hui, Touré, je veux qu'on implique rapidement les hommes politiques. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les hommes politiques, par exemple le M5, d'autres structures, pensent qu'ils ne sont pas impliqués. Il faut que ces hommes politiques soient impliqués si nous voulons aller à l'élection crédible et transparente. Ce n'est pas seulement avec les militaires ou la société civile ou donc ceux qui doivent organiser. Sans les hommes politiques, si on parle aujourd'hui de relecture des chartes des partis, de relecture donc des réformes, de tout ce qu'on va parler de l'élection, il nous faut des hommes politiques. Parce que c'est eux qui sont les acteurs. On ne peut pas les éliminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va le faire parce qu'on est obligé de le faire. Il nous reste 5 mois, 5 à 6 mois. Si on les implique et tout le monde se donne la main, nous pouvons relever le défi. Croyons à l'avenir. Parce que je me suis dit, refuser d'aller à une élection, aujourd'hui, c'est d'aller dans des aventures où on ne sait pas demain là où on va aller. Est-ce qu'on va encore prolonger le mandat? Hassim et Banda vont rester à la tête de la République. Est-ce que le peuple va accepter? Est-ce que les hommes politiques vont accepter? Il y a un des intervenants qui a demandé qu'on leur donne 3 ans. Non, 3 ans, ce n'est pas possible. On a donné 6 mois à Moussa Traoré, il est parti à 23 ans. Ce n'est pas possible. On ne rêve pas debout là. On ne dort pas là. Il faut sortir de tout ça. Il faut créer les conditions d'aller à une élection transparente et crédible. Parce que je crois à la parole du président de la République et on verra donc ce qui va se passer. Il m'a dit, Togo, on fera les élections dans 11 mois et je rentre à la maison et je leur donne le pouvoir. Et je le crois. Sur les réseaux sociaux, Madou Drissa Diarra pose la question sur la page Facebook de Studio Tamani. Vu la situation inquiétante du pays, les attaques, les tueries, les contestations politiques, quelles mesures préalables le gouvernement a-t-il pris pour que les élections se tiennent conformément au chronogramme annoncé? Alors, Madou Diarra, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale qu'on a invité, n'a pas souhaité participer à ce débat, mais nous allons demander à Dr Sango s'il a des informations liées aux questions de M. Diarra. Bon, si le ministère était là, c'était plus facile que de répondre. Mais c'est vrai que les questionnements se posent par rapport à ce chronogramme électoral. Parce que nous, quand en tant qu'organisation de la société civile, on a demandé un chronogramme pour les réformes et un chronogramme électoral. Maintenant, on nous a sorti aujourd'hui un chronogramme électoral uniquement. Alors que le chronogramme des réformes aussi est important. Aujourd'hui, on dit, ça veut dire que c'est la volonté politique. C'est une question de volonté politique. Quand on peut faire les choses, on peut les faire. Aujourd'hui, qu'on nous dise, d'ici juin, est-ce qu'on aura les réformes nécessaires des réformes nécessaires. Donc c'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, pour dire qu'il y aura des élections crédibles, transparentes et tout, il faut qu'on sache quel est le mode de scrutin. Quel est le mode de scrutin qui sera appliqué, par exemple, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, ce n'est pas clair pour personne. Et comment ça va se dérouler? Est-ce que c'est dans les 49 cercles, les 6 communes du district de Bamako, ou bien c'est dans les 49 cercles, plus les 11 nouveaux cercles du Nord, plus les 6 communes du district de Bamako, ou bien il y aura la régionalisation pour prendre en compte les 19 régions, les différents cercles, les différentes communes, etc. Donc tant que ce débat n'est pas vidé, nous pensons qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire que bon, il y a un chronogramme. Et le chronogramme, c'est tout juste pour dire, bon voilà, vous avez demandé un chronogramme, voici un chronogramme. Mais est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'il répond à l'entente de ce que nous avons dit? Nous pensons non. Parce que nous avons demandé 2 chronogrammes. Un chronogramme pour les réformes. Quelles sont les réformes qui seront faites et dans quelle durée, et puis un chronogramme pour les élections. Et pour les élections, nous continuons à dire qu'il n'y a pas d'urgence pour les élections des collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'urgence, c'est le référendum, la présidentielle, les élections législatives. Et pour cela, on peut travailler et faire les réformes nécessaires pour qu'on ait des élections crédibles et transparentes à la fin de la transition. Et Togo a rappelé qu'il y a quelques semaines, la communauté internationale a demandé que ce chronogramme soit connu. Michel Kamaté pose une question dans ce sens sur la page Facebook de Studio Tamani en demandant pourquoi attendre la sortie de la mission des Nations Unies au Mali MINUSMA pour annoncer la date des élections dans le pays. Est-ce qu'il y a un lien, Balandia Kité? Est-ce que c'est la pression de la communauté internationale qui a poussé le gouvernement à donner ces dates?
Non, de prime abord, c'est ce que l'on croit quand même. L'évidence est là. Parce que moi, je me dis, qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de nous présenter ce chronogramme depuis que la transition a débuté. Voilà. Et puis, depuis le début, la société civile n'a de cesse de demander ce chronogramme. Voilà. Donc, et puis, lorsque le Premier ministre a présenté son plan d'action devant le CNT, nous-mêmes, nous avons été sur ce plateau et puis on l'a dit. On a dit c'est un plan d'action qui n'est pas assorti de chronogramme. Donc, la question du chronogramme a toujours été posée sur la table, mais il aura fallu que la communauté internationale sorte pour réclamer cela, pour que les autorités de la transition puissent le faire. Alors là, on peut se poser la question, ces autorités de la transition, ils sont là pour le peuple malien ou bien ils sont là pour les beaux yeux de la communauté internationale? Ça, il faudra bien évidemment que cela soit clair pour les citoyens maliens. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à ce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans une intervention. Moi, je ne crois pas que ce soit les élections qui soient la cause des coups d'État au Mali. Je ne crois pas du tout. Je crois que le vrai problème, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la pratique politique qu'il faut revoir. Et puis, les élections que nous allons organiser, c'est une nécessité. Si la transition échoue à organiser de bonnes élections, ça va être un échec total pour cette transition. Évaluer la réussite de cette transition va dépendre de la qualité dans l'organisation de ces élections et dans la transparence des résultats. Donc ça, c'est un élément important. Et je pense qu'à ce niveau, le gouvernement doit tout faire pour que les citoyens maliens puissent sortir et voter massivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu primordial reste le taux de participation. C'est à travers cela que l'on peut savoir si, effectivement, cette transition a pu créer un déclic chez les citoyens maliens ou pas. Et un autre problème qui n'est pas encore réglé, les divergences qui continuent sur la structure qui sera chargée d'organiser les élections, alors que le ministère propose une réorganisation et une recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il y a des organisations de la société civile et des partis politiques qui insistent sur la création d'un organe unique de gestion des élections. Adama Amadou Haïdara va nous faire le point un peu sur ces divergences. Cette proposition du ministre de remettre en place la CENI a été rejetée par la majorité des partis politiques présents à la rencontre. Ces derniers ont insisté sur la création d'un organe unique de gestion des élections OG. Cependant, certains partis et regroupements politiques ont opté pour une commission électorale nationale indépendante, mais qui ne dépasserait pas 15 membres. Pour les responsables de ces partis, la mise en place d'un organe unique de gestion des élections sera difficile au regard du temps restant pour la transition. Concernant la question de la suppléance des députés, les leaders politiques présents se sont dit favorables à cette initiative. Selon eux, elle permet de réduire le coût financier, souvent très élevé, et un délai contraignant en cas d'élection partielle. Selon certains membres de la société civile, l'urgence actuelle n'est pas la mise en place de la CENI, mais de procéder aux réformes institutionnelles et électorales. Selon Meiga Adam Diko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, seul le Conseil national de la transition et le comité stratégique mis en place par la primature ont le dernier mot de ce qui est de la pertinence de la CENI. Selon elle, un chronogramme du département en charge de l'administration territoriale doit être examiné et validé par ces deux organes prochainement. Pour un rappel, le gouvernement avait dissous la Commission électorale nationale indépendante en février dernier. Une décision que certains partis politiques avaient qualifiée de précipitée. Noum Togo, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'il faut la CENI pour organiser ces élections? Mais je ne le crois pas, parce que pour moi, c'est budgétivore et ça ne sert absolument à rien. Parce que vous savez, depuis combien d'années, ces hommes et ces femmes, on les met plus de 7 à 8 milliards, c'est dépensé inutilement, et tout ce qu'ils font comme travail, le résultat ne nous sert absolument à rien. Sango ne me dira pas le contraire, le politologue ne me dira pas le contraire. Aujourd'hui, je suis pour le principe, pour l'organe unique, mais dire qu'il n'y a pas on n'a pas le temps, pour moi, c'est des insultes. C'est pour cela nous n'avons pas demandé autre chose. C'est au peuple de donner leur expertise sur l'organisation, parce qu'aujourd'hui, on n'invente absolument rien. Dans les autres pays, ça se passe. C'est de regarder, même si on ne peut même pas bien copier, c'est de copier un tout petit peu, même si on ne peut pas bien copier. Ne pensez-vous pas qu'on a suffisamment copié? Non, le temps, c'est des histoires. Avec 2 mois, moi, je me suis dit, si on me parle de problème de temps, souvent, ça me révolte. Le temps, c'est quoi dans ça? Des hommes qui se mettent au travail, entre intellectuels, en regardant ce qui se passe dans d'autres pays, 2 mois.
même si vous allez relire l'ensemble des textes du Mali, vous pouvez le faire. À forte raison de copier seulement ce qui se passe dans les autres pays et adapter à la réalité. Parce qu'au Mali, nous avons vécu. Avant, il y avait la CENI. C'est avec la mauvaise organisation de l'élection bâclée de Ibrahim Boubacar Keïta et de Tapo qu'on est sorti de tout ça pour revenir encore à l'administration territoriale. Nous avons eu l'expertise. C'est de revoir ce travail. D'abord, avec travailler sur ce document-là, c'est de revoir le document et adapter à la réalité où on peut aller. Donc, nous disons, à la transition, ce n'est pas à eux de nous dire qu'on a le temps ou on n'a pas le temps. Ils sont là uniquement pour écouter le peuple et le peuple dira les derniers mots. Quelle est votre position là-dessus, Sango? Est-ce qu'il faut un organe unique de gestion de la transition, d'organisation des élections, ou est-ce qu'il faut la CENI comme le propose le gouvernement? Bon, le mieux, c'est l'organe unique de gestion des élections, bien sûr. Et pourquoi? Parce que si on se réfère à 2020, les élections législatives de 2020, les députés qui sont pleins du ministère de l'administration territoriale en tant qu'organisation principale, ils sont au nombre de 39 députés. Ceux qui sont pleins de la Cour constitutionnelle sont au nombre de 29 députés. Ça veut dire que plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale, sur le nombre de 147, plus de la moitié sont pleins des organes de gestion des élections. Et la pratique a montré que ces organes qui sont en place, que ce soit le ministère de l'administration territoriale, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la DG, Délégation générale aux élections, et la Cour constitutionnelle, ont montré leurs limites dans et sont même des facteurs de provocation des crises post-électorales. Il y a beaucoup d'exemples. Si on avait le temps, on allait en dire beaucoup. Mais maintenant, on a toujours dit qu'il faut un organe unique de gestion des élections. Mais le paradoxe aussi, c'est quoi au Mali? Quand la classe politique, les partis politiques, qui sont eux habilités à chercher à conquérir le pouvoir, à exercer le pouvoir, dire qu'on veut passer par tel chemin, le président de la transition qui n'est candidat à rien, le vice-président de la transition qui n'est candidat à rien, le gouvernement de la transition qui sont candidats à rien, le premier ministre, les ministres, ils disent non, on ne vous donne pas l'organe unique, nous-mêmes on va organiser. C'est un paradoxe. Moi, souvent, je n'arrive pas à comprendre. Mais les partis politiques disent non. Depuis janvier, il y a eu les 25, 26, 27 janvier, au gouvernorat et puis sur d'autres sites, il y a eu la rencontre entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques et la société civile. Les partis politiques ont dit on veut l'organe unique de gestion des élections pour les élections de fin de transition. En mars, le ministère sort un document pour dire je suis contre ça, je ne vais pas vous donner. Je vais organiser moi-même. Donc, c'est un paradoxe. Bon, maintenant, comme il y a le chronogramme et comme il y a le comité d'orientation stratégique... Mais quand vous dites que le mieux, c'est d'avoir un organe unique de gestion de ces élections-là, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas contre la recomposition de la CENI? On n'est pas contre si c'est le vœu de la classe politique. En fait, dans toute cette affaire, c'est l'inclusivité dont nous on parle. Aujourd'hui, il n'y a pas l'inclusivité. C'est-à-dire que les partis politiques ne sont pas dans le jeu, dans le débat au niveau du gouvernement. Le gouvernement fait ce qu'il veut. Sinon, la classe politique a dit on veut un organe unique et indépendant. Si, la société civile, nous, on a fait tellement de déclarations. En décembre, on a fait une déclaration par rapport à la cellule d'appui procédure électorale qui a été créée par le ministère pour dire non, ce n'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent un organe unique et indépendant de gestion des élections. De l'implication de la société civile, puisque vous dites que les partis politiques ne sont pas suffisamment impliqués dans les différents débats. Nous, depuis janvier, où on a accompagné les partis politiques pour dire que l'organe unique, c'est la meilleure chose, on nous a exclus du débat. Mais avec le COS, je dois reconnaître que les acteurs de la société civile ont été impliqués, notamment notre consortium d'organisation de la société civile, qui est composé de l'Observatoire, la JICAD, Unibloc, Consortium Aidé, etc. On nous a même écrit, le Premier ministre nous a écrit pour dire de donner un représentant au niveau du comité d'orientation stratégique. Ce qu'on a fait. Mais pour dire, le comité d'orientation stratégique n'est qu'un organe consultatif. Il n'a aucune voix délibérative. Celui qui a la voix délibérative, c'est le gouvernement. Et à côté du gouvernement, il y a le Conseil national de transition. Ce qu'on leur demande, c'est de dire aujourd'hui aux Maliens quel est le chronogramme des réformes, quel est le chronogramme des élections. Parce que même dire qu'aujourd'hui, il y a un chronogramme des élections, c'est pas suffisant. Il faut qu'on sache quelles réformes vont être faites, dans quelle durée, et après, quelles élections peuvent être faites. Balan Ntogo disait tout de suite que le fait de dire qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir mettre en place un organe unique de gestion des élections, que c'est un faux débat et qu'aujourd'hui on peut copier. Est-ce que vous pensez que copier chez d'autres, c'est la bonne solution? C'est vrai que le mot copier est assez péjoratif. Oui, voilà, donc c'est un peu ça. Mais dans ses propos, il dit adapter. Voilà. Donc je suis plus avec cette idée d'adaptation. Et
Et c'est vrai que nous devons faire des réformes. Et ça a été dit dès les premières heures de la transition. On a dit qu'il faut revoir vraiment la pratique politique au Mali. Et pour cela, il faut faire des réformes institutionnelles qui touchent non seulement à la structure même de l'État, rapprocher l'administration des citoyens. On a dit beaucoup de choses allant dans le sens des réformes. Et moi, ce qui me désole un peu et qui fait que je suis quand même à moitié d'accord avec Nouroum Togo, c'est le fait que le gouvernement a manqué de pragmatisme quand même. Voilà, on a perdu assez de temps pour très peu de résultats. Voilà, pour très peu de résultats. Et je l'ai dit dans une de mes interventions antérieures que le gouvernement aurait pu faire beaucoup de choses durant les 6 mois qui se sont écoulés ou les 5 mois qui se sont écoulés. Et parmi ces choses-là, il y a le fait de trouver un pacte de stabilité avec les différentes corporations socio-professionnelles du Mali. Il y avait également la possibilité d'engager déjà des discussions et des dialogues au plan national quant au contenu de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, tout ce que l'on sait, c'est que la constitution va être révisée ou bien ça va être modifié. Mais qu'est-ce qui va être le contenu de cette constitution? Est-ce que nous allons passer de la 3e République vers une 4e République, ou est-ce que nous allons rester toujours dans le cadre de la 3e République avec le régime semi-présidentiel que certains appellent présidentialiste que nous avons? Est-ce que nous allons le garder toujours avec des petites modifications? Donc ça, ce sont des questions de fond qui aujourd'hui devraient avoir leur réponse dans le débat. Mais nous n'avons pas de réponse par rapport à tout cela. Donc, est-ce que ça veut dire que vous êtes moins optimiste que Nouroum Togo? Non, je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste. Je suis de ce que l'on peut appeler de la lucidité. Voilà, j'essaie d'être lucide, quoi. Voilà, il faut être lucide et objectif, quoi. Voilà. Donc je pense que le côté pragmatique, quand même, ça a manqué vraiment à ce gouvernement. Et est-ce que le déroulement de toutes ces actions vous prouve qu'on va avoir des élections crédibles aujourd'hui? Je reviens encore sur la question puisque ça semble être aujourd'hui une des grandes préoccupations des Maliens. Les élections crédibles sont tributaires d'abord de la sécurité. L'aspect sécuritaire est primordial. Il faut qu'il y ait la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, au centre-nord, tout le monde sait qu'il y a des zones où l'administration n'est pas présente. D'ailleurs, c'est une des raisons dites par l'administration pour qu'il n'y ait pas d'organe unique de gestion des élections, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps de se dérouler. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, l'administration n'est pas présente au centre-nord. Mais il faut les réformes. L'essentiel, c'est qu'il y a des réformes. Parce que souvent on dit dans les élections, ce n'est pas important ceux qui mettent les enveloppes dans les urnes, mais ce qui est le plus important, c'est ceux qui comptent les voix. Donc, il y a une réforme majeure par rapport à la loi électorale. La publication en ligne des résultats des bureaux de vote au fur et à mesure de la centralisation. Ça, c'était une réforme majeure que tout le monde a souhaité qu'on mette dans la loi électorale. En 2018, on l'a fait sous la pression de la communauté internationale, et puis en 2020, le gouvernement a refusé de mettre dans la loi. Et donc, il faut cette réforme majeure. Donc, il y a quelques réformes qui sont là, qui sont indispensables pour qu'on ait des élections crédibles et transparentes. Si on prend le nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 147, c'est sur la base des recensements de 1996 qui donnait 9 800 000 habitants en République du Mali. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 millions d'habitants. Il faut revoir cette disposition de la loi organique des députés. Donc, même la création de l'organe unique de gestion, on n'a pas dit tout de suite que l'organe soit effectif, qu'il commence à travailler. On a dit on peut créer l'organe unique dans la Constitution, on peut le créer dans la loi. Parce que la CEDI de 97, c'était l'organe unique de gestion des élections. C'était un organe unique et indépendant dans lequel se retrouvait l'administration, les partis politiques, la société civile, qui a été créé par la loi. Donc ça a été facile de dégommer ça. Maintenant, si on crée l'organe unique dans la Constitution, on crée l'organe unique dans la loi, et le futur président ne va pas s'amuser à enlever ce dispositif. Donc c'est ça, c'est une garantie qui est là, précisément. Donc il y a beaucoup de réformes qui sont indispensables pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes et de fin de transition. Est-ce que la crise sanitaire, le coronavirus vous inquiète par rapport à la tenue de toutes ces élections? Vous savez, sauver la nation, et rien ne doit nous inquiéter. Effectivement, il faut prendre ça en compte parce que c'est une réalité aujourd'hui. Ça tue beaucoup de Maliens. Même si
on ne sensibilise pas beaucoup. Je pense qu'il faut prendre des dispositions pour ça. Mais rien ne doit nous empêcher. L'objectif, c'est de faire sortir le pays dans cette situation très difficile. L'aspect sécurité, effectivement, nous avons des problèmes. À venir abattre les gens jusqu'à Bamako, ça donne des inquiétudes. Et il nous faut, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau de l'organisation, l'implication de tout le monde. Moi, je crois à l'avenir, je pense que je me bats pour le changement et je pense réellement que tous les moyens nous allons mettre en œuvre, tous les Maliens dignes et sincères doivent travailler pour que nous puissions sortir et rapidement mettre fin à ça. Balandja Kété, est-ce que l'évolution de la pandémie du coronavirus doit également inquiéter par rapport à la tenue de ces élections-là? C'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Voilà, on a vu les élections législatives qui ont été organisées avant la chute des IBK. Le gouvernement avait essayé de mettre en place un certain nombre de moyens, voilà, un dispositif qui partait effectivement dans ce sens. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette situation de coronavirus et le gouvernement doit prendre également cela en compte quant à l'organisation des élections. Et rappeler à nos auditeurs que pendant tout le mois de Ramadan, les programmes de Studio Tamani le soir sont diffusés de 16h à 18h au lieu de 17h, 19h. Mais pour les télés, la diffusion du Grand Dialogue, c'est aux mêmes heures, 21h30 sur Énergie TV et Beledougou TV, et 23h30 sur Renouveau TV. Merci à nos invités, Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, Noum Togo du parti Mouvement USR et Balandja Kété, chercheur politologue. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Nouhoum Djiré, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.